Chapitre 28. 3 ou 4 jours s'écoulèrent sans qu'Elinor eût à regretter d'avoir averti sa mère. Willoughby ne vint, ni n'écrivit. L'inquiétude de Maria se calma peu à peu et fut remplacée par un abattement, un découragement complet. Elle restait, des heures entières, assise à la même place, presque sans mouvement, ne faisant plus nulle attention aux coups de marteau, ni à ceux qui entraient, ni à ce qu'on disait autour d'elle. Elle aurait oublié de manger, de s'habiller, de se coucher, de se lever, si Elinor n'y avait pas pensé pour elle et ne l'eût pas avertie absolument de tout ce qu'il fallait faire. Alors, sans dire oui ou non, elle faisait machinalement ce que lui disait sa sœur. Elle sortait ou restait, avec une égale indifférence, et sans avoir jamais une expression de plaisir ou d'espoir. Sur la fin de la semaine, elles étaient engagées dans une grande assemblée où Lady Middleton devait les conduire. Madame Palmer, très avancée dans sa grossesse, était indisposée, et sa mère restait auprès d'elle. Elle avait prié ses jeunes amies de ne pas manquer à cet engagement. Elinor désirait aussi faire sortir Maria de son apathie, et cette réunion chez une femme très riche et très à la mode devait être fort belle. Comme à l'ordinaire, la triste Maria ne se mit en peine de rien, se laissa parer par sa sœur, sans même se regarder au miroir, s'assit dans le salon jusqu'au moment de l'arrivée de Lady Middleton, penchée sur sa main sans ouvrir la bouche, perdue dans ses pensées, et sans paraître s'apercevoir de la présence d'Elinor. Quand on avertit que Lady Middleton les attendait dans sa voiture, elle tressaillit, comme si elle n'eût attendu personne. Après avoir eu assez de peine à s'approcher de la maison où se tenait l'assemblée, à cause de la foule des équipages qui obstruaient la rue, elles firent leur introduction dans un salon splendide, très illuminé et si rempli de monde qu'on pouvait à peine respirer et que la chaleur était insupportable. Lady Middleton les amena auprès de la dame qui les avait invités. Elles la saluèrent et il leur fut permis de se mêler dans la foule et de prendre leur part de la presse et de la chaleur que leur arrivée augmentait encore. Après quelques moments employés à se promener avec grand-peine d'un coin du salon à l'autre, Lady Middleton arrangea une partie de cassino qui était son jeu favori. Mesdemoiselles Dashwood préférèrent ne pas jouer et s'assirent à peu de distance de la table de jeu. Maria retomba dans ses sombres rêveries. Elinor s'amusait à regarder cette quantité d'individus qui se rassemblaient avec l'espoir du plaisir et qui, plus ou moins, avaient tous l'air ennuyés et fatigués. En promenant ses regards de côté et d'autre, ils tombèrent sur un objet qui lui donna une forte émotion. C'était Willoughby, debout devant une jeune femme mise dans toute la recherche de la mode et avec qui il tenait une conversation très animée. Dans un mouvement, ses yeux rencontrèrent ceux d'Elinor. Il la salua, mais sans faire un pas pour se rapprocher d'elle et de Maria, qu'il voyait aussi très bien. Il continua à parler à la jeune dame. Involontairement, Elinor se tourna vers sa sœur pour la prévenir, si elle ne l'avait pas encore vue, de peur qu'elle ne se donnât en spectacle. Mais c'était trop tard. Elle venait de l'apercevoir. Toute sa physionomie exprimait un bonheur qui tenait presque du délire. « C'est lui !» s'écria-t-elle en se levant pour courir à lui, si sa sœur ne l'avait pas retenu. « Bon Dieu, il est là !» dit-elle à Elinor. « Il est là! Oh, s'il pouvait me voir, pourquoi ne me regarde-t-il pas? Pourquoi m'empêchez-vous d'aller lui parler? Oh, laissez-moi aller !»« Je vous en prie, dit Elinor à voix basse, soyez plus calme. Ne trahissez pas ainsi vos sentiments devant tout le monde. Est-ce à vous, Maria, à faire un seul pas? Laissez-le venir. Peut-être il ne vous a pas vu encore. » Être calme et dans un tel moment, ah, c'était bien plus qu'elle ne pouvait l'espérer de Maria. Aussi, voyant qu'elle l'écoutait à peine, elle lui serra tendrement la main. « Pour l'amour de moi, Maria, lui dit-elle, rassurez-vous, si vous m'aimez, je vous en demande cette preuve. » Maria se rassit à l'instant même, en lui rendant son serrement de main, mais avec un mouvement convulsif. Elle avait un tremblement général. Ses joues et ses lèvres étaient pâles comme la mort, et tous ses traits étaient altérés. Enfin, Willoughby, après les avoir regardées encore toutes deux, s'approcha lentement. Alors Maria prononça son nom. Ses yeux se ranimèrent.
et un faible sourire parut sur ses lèvres. Il s'avança et s'adressa plutôt à Elinor qu'à Maria, sans regarder cette dernière. Il cherchait visiblement à éviter son regard. Il s'informa de madame Dashwood, de mademoiselle Emma, demanda s'il y avait longtemps qu'elles étaient à la ville. Toute la présence d'esprit d'Elinor l'avait abandonnée. Elle était incapable de prononcer une parole et s'attendait que Maria allait tomber sans connaissance. Celle-ci reprit au contraire toute sa vivacité. Un rouge vif colora ses joues et d'une voix très altérée, elle dit « Bon Dieu, Willoughby, est-ce bien vous? Que vous ai-je fait? N'avez-vous pas reçu ma lettre? Ne voulez-vous pas me regarder, me parler? N'avez-vous rien à me dire ?» Elinor examinait avec soin la physionomie et la contenance de Willoughby, pendant que Maria lui parlait. Il changea plusieurs fois de couleur et paraissait, évidemment, très mal à son aise. Il faisait des efforts inouïs pour paraître tranquille. Il y parvint et répondit avec politesse. « J'ai eu l'honneur, mesdames, de me présenter chez vous jeudi passé. J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir eu le bonheur de vous rencontrer à la maison, non plus que madame Jennings. Vous avez trouvé ma carte, j'espère. »« Mais avez-vous reçu mes billets ?» s'écria Maria dans la plus grande anxiété. « Il y a entre nous quelque erreur, j'en suis sûre, quelque terrible erreur. Quelle peut être la cause de cette inconcevable froideur? Willoughby, pour l'amour du ciel, dites-le-moi, expliquez-vous. »« Pour l'amour du ciel, parlez plus bas, » dit Elinor, qui était sur les épines qu'on ne l'entendit. « Ou plutôt taisez-vous, ce n'est pas le moment. » Ce conseil ne pouvait regarder Willoughby, qui ne répondit pas un mot. Il pâlit et reprit sa contenance embarrassée. Elinor jeta les yeux sur la jeune dame à qui il avait parlé précédemment. Elle rencontra un regard inquiet, curieux, impératif. Willoughby le vit aussi. Alors, se retournant vers Maria, il lui dit à demi-voix : « Oui, mademoiselle, j'ai eu le plaisir de recevoir la nouvelle de votre arrivée à Londres, avec bien de la reconnaissance. » Et les saluant toutes deux, assez légèrement, il alla rejoindre sa société. Maria, qui s'était levée pour lui parler, fut obligée de se rasseoir, si pâle, si tremblante, qu'Elinor s'attendait à chaque instant à la voir s'évanouir. Elle avait dans son sac un flacon de sel qu'elle lui donna, en se penchant vers elle pour empêcher qu'elle ne fût remarquée. « Allez auprès de lui, chère Elinor, » dit Maria dès qu'elle put articuler un mot. « Je ne puis me soutenir, mais vous qui êtes si bonne, allez, exigez de lui de venir me parler, me dire un seul mot, un seul. Je ne puis rester ainsi, je ne puis avoir un instant de paix jusqu'à ce qu'il m'ait expliqué. Quel affreux malentendu, quelque calomnie. Oh, qu'il vienne, qu'il parle, ou je meurs. » « C'est impossible, chère Maria, dit Elinor, tout à fait impossible. Il n'est pas seul. Nous ne pouvons nous expliquer ici. Quelques heures de patience, attendez seulement à demain. » Si l'émotion de Maria ne l'avait pas retenue forcément sur son siège, jamais sa sœur n'aurait pu l'obtenir. Mais heureusement, après quelques minutes, elle vit Willoughby sortir par la porte d'entrée. Elle le dit à Maria. Jusqu'alors, l'excès de son agitation et le désir et l'espoir de lui parler avaient retenu ses larmes, mais lorsqu'elle sut qu'il avait quitté la salle, elle sentit qu'elle allait, ou se trouver mal, ou fondre en larmes. Elle supplia sa sœur d'aller prier Lady Middleton de la ramener en Berkeley Street. Elle ne pouvait pas, lui dit-elle, rester une heure de plus. Quoique Lady Middleton fût au milieu d'un Roberts, elle était trop polie pour ne pas quitter sa partie au moment où elle apprit que Maria n'était pas bien. Elle remit son jeu à une amie et partit dès qu'on put avoir le carrosse. Elinor prit pour prétexte que la chaleur avait incommodé Maria. Celle-ci ne dit pas un mot. Ce ne fut qu'à des soupirs qu'on s'apercevait qu'elle était là. À leur arrivée à la maison, Elinor apprit avec plaisir que madame Jennings n'était pas encore rentrée. Elle se hâta de conduire Maria dans leur chambre. Elle la déshabilla, la mit au lit, lui donna quelques calmants pour ses nerfs qui étaient très attaqués, ne lui fit ni question, ni reproche, et à sa prière, la laissa seule. Elle alla au salon attendre le retour de madame Jennings et eut tout le loisir de méditer sur ce qui venait de se passer. Elle ne pouvait plus douter qu'il n'y eût quelque espèce d'engagement entre sa sœur et Willoughby, et il lui paraissait tout aussi positif que ce dernier avait changé et voulait rompre.
Sa conduite ne pouvait avoir pour excuse aucune erreur, aucun malentendu, puisqu'il avouait avoir reçu ses lettres. Rien autre chose qu'un changement total dans ses sentiments ou dans ses intentions ne pouvait l'expliquer. L'indignation d'Elinor contre lui aurait été à son comble si elle n'avait pas été témoin de son extrême embarras, de sa rougeur, de sa pâleur, ce qui prouvait au moins qu'il reconnaissait ses torts, et empêchait qu'on le crût un homme sans principe de morale et d'humanité, qui aurait cherché à gagner l'affection d'une pauvre jeune fille, sans amour et sans une intention honorable. Bonne Elinor. Elle ignorait encore combien un tel caractère est commun dans le grand monde. Combien d'hommes vraiment cruels se font un jeu d'inspirer un sentiment qu'ils ne partagent pas, de blesser à mort un cœur innocent et sensible, et d'assimiler ainsi, dans leur plaisir criminel, l'imprudente jeune fille qui les écoute, au gibier qu'ils poursuivent, et qu'ils blessent ou tuent, sans remords. Elinor n'avait pas cette idée de Willoughby. Elle se rappelait cet air de franchise et de bonté qui, dès le premier moment, les avait toutes captivées. Elle voyait encore ses regards pleins d'amour sur Maria, et ses paroles si tendres, si pleines d'un sentiment honnête, vrai, délicat, lorsqu'il conjurait Madame Dashwood de ne rien changer à la chaumière. Non, non, Willoughby ne peut pas les avoir trompés. Il aimait passionnément Maria, elle n'a là-dessus aucun doute. Mais l'absence peut avoir affaibli cet amour. Un autre objet peut l'avoir entraîné. Peut-être aussi est-il forcé d'agir comme il le fait par quelques circonstances impérieuses. Il lui en coûte au moins beaucoup. Elle l'a vu dans chacun de ses traits. Et l'excellente Elinor, dans son désir de le trouver moins coupable, lui savait presque gré d'avoir le courage d'éviter sa sœur s'il ne l'aimait plus, et de ne pas chercher à entretenir un sentiment inutile. Mais pour le moment, Maria n'en était pas moins très malheureuse. Elinor ne pouvait penser sans le plus profond chagrin à l'effet que cette rencontre si désirée et si cruelle devait avoir sur un caractère aussi peu modéré et qui s'abandonnait avec tant de violence à toutes les impressions. Sa propre situation gagnait à présent dans la comparaison. Elle était aussi séparée pour toujours d'Edward, mais elle pouvait encore l'estimer entièrement. Elle pouvait au moins se croire encore aimée tendrement, comme une amie. Puisqu'un autre titre lui était interdit, celui-là, et l'idée de pouvoir encore être quelque chose pour lui, consolait un peu son cœur. Mais toutes les circonstances aggravaient le sort de Maria, et plus que tout encore, son caractère. Une immédiate et complète rupture avec Willoughby devait avoir lieu. Et comment la soutiendrait-elle ? Lorsqu'elle rentra dans leur appartement, Maria était assoupie ou feignait de lettres, et Elinor se jeta tout habillée sur son lit, laissant la porte de communication ouverte pour voler à son secours au moindre bruit. La nuit fut passablement tranquille. Elinor, lasse de réfléchir, s'était endormie lorsqu'elle fut réveillée par des sanglots. Le jour d'une sombre matinée de janvier commençait à poindre. Elle se leva promptement et passa dans la chambre de Maria. Elle la trouva levée aussi, à moitié habillée, à genoux, dans l'embrasure de la fenêtre pour avoir plus de clarté, et devant un siège sur lequel elle écrivait, aussi vite qu'un déluge de larmes qui coulait sur son papier pouvait le lui permettre. Elinor la considéra quelque temps en silence, avec le cœur déchiré. Puis elle lui dit, avec l'accent le plus tendre, « Chère Maria, combien je m'afflige de vous voir dans cet état. Le temps du mystère est passé. Ne voulez-vous pas me confier ? » ?»« Non, non, Elinor, répondit-elle. Ne demandez rien en ce moment. Bientôt vous saurez tout. Elle continua d'écrire et de pleurer avec une telle violence qu'elle était souvent obligée de poser sa plume pour se livrer à l'excès de son chagrin. Elinor s'était assise à quelque distance, et si sa douleur était plus concentrée, elle n'en était pas moins vive. Ces mots, « bientôt vous saurez tout », la glaçaient de terreur. Grand Dieu, que lui restait-il encore à apprendre ? Cependant, ses craintes étaient vagues, obscures, incertaines, ne portaient pas sur la conduite de Maria. Elinor avait elle-même l'âme trop pure pour concevoir une pareille idée. Elle connaissait d'ailleurs trop bien la noblesse de caractère de Maria, ses sentiments élevés, son enthousiasme de la vertu, pour imaginer même un instant qu'elle eût pu les oublier.
Lorsque Maria eut fini sa lettre, elle sonna pour que la fille de la maison vînt allumer le feu. Pendant ce temps-là, elle acheva de s'habiller, cacheta sa lettre et la lui remit pour l'envoyer à l'instant à son adresse, puis vint s'asseoir sur le sofa à côté d'Elinor, et la tête enfoncée sur un des coussins, recommença à s'abandonner à son désespoir. Elinor fit tout ce qui dépendait d'elle pour la tranquilliser, la calmer, ne se permit aucune question, et lui dit seulement qu'elle ne désirait de savoir le détail de ses peines que pour les adoucir. Mais lorsque Maria pouvait parler, c'était pour la conjurer de ne rien lui demander encore, et véritablement, ses nerfs étaient dans un tel état d'irritabilité qu'elle n'aurait pas pu avoir une conversation suivie. « Je vous fais un mal affreux, chère Elinor, lui dit-elle. Il vaut mieux nous séparer, jusqu'à ce qu'il me soit possible. Ma tête, mes yeux, j'ai besoin d'un peu d'air. » Elle ouvrit la fenêtre, y resta quelque temps, sortit de la chambre, rentra, ressortit encore. Elle était dans une agitation qui ne lui permettait pas de rester en place, mais ce mouvement parut la calmer assez pour pouvoir descendre avec Elinor lorsqu'on vint les avertir pour le déjeuner. Chapitre 29. Elle descendit donc, appuyée sur le bras de sa sœur, s'assit à la table du déjeuner, mais n'essaya pas même de boire ni de manger la moindre chose. Toute l'attention d'Elinor était employée, non à la plaindre ou à la presser, mais à détourner entièrement sur elle-même celle de Madame Jennings. Comme le déjeuner était le repas favori de la maîtresse de la maison, il durait longtemps. Quand il eut fini, elle s'assit autour d'une table d'ouvrage. Elinor montrait le sien à Madame Jennings et lui expliquait quelque chose. Maria travaillait pour avoir un prétexte de baisser les yeux et de se taire lorsque le domestique entra et lui remit une lettre. Elle s'en saisit vivement, regarda l'adresse, devint pâle comme la mort et se hâta de sortir de la chambre. Elinor comprit de qui elle l'était, comme si elle avait vu la signature, et fut si émue qu'elle craignit de ne pouvoir le cacher à Madame Jennings. La bonne dame vit seulement que Maria avait reçu une lettre de Willoughby et l'en plaisanta, mais comme elle était très occupée à mesurer des aiguillets de laine pour le morceau de tapisserie qu'elle brodait, elle ne s'aperçut pas du trouble d'Elinor. Aussitôt que Maria fut sortie, elle dit en riant « En vérité, chère Elinor, je n'ai encore vu de ma vie une tête de jeune fille aussi complètement tournée que celle de Maria. La pauvre enfant se meurt d'amour. Si elle n'en devient pas folle tout à fait, elle sera bien heureuse. J'espère qu'on ne la fera pas attendre trop longtemps, car il est vraiment triste de la voir ainsi rêveuse, mélancolique et ayant l'air si abattue. Dites-moi, je vous prie, quand le mariage aura lieu, et pourquoi Willoughby ne vient pas ici tous les jours pour l'égayer? A-t-il peur de moi? Il a tort. J'aime beaucoup les jeunes gens bien amoureux, quand le mariage doit suivre, et il serait le bienvenu. » Jamais Elinor n'avait été moins en train de causer que dans ce moment. Mais la question était trop directe pour n'y pas répondre. Elle essaya donc de sourire. « Avez-vous donc réellement, madame, lui dit-elle, une sérieuse persuasion que ma sœur est engagée avec M. Willoughby? J'ai toujours cru que vous plaisantiez, mais une question si positive n'est plus un badinage. Et il faut aussi que j'y réponde sérieusement, et que je vous assure que rien au monde ne me surprendrait plus que ce mariage, et qu'il n'en est pas question. »« Fi donc, Miss Dashwood, dit toujours en riant Madame Jennings, comment pouvez-vous parler ainsi? Est-ce que nous n'avons pas tous vu que leur mariage était arrêté? N'avons-nous pas été témoins de la naissance de leur passion au premier moment où ils se sont rencontrés et de ses progrès? Ne les ai-je pas vus à Barton chaque jour et tous les jours ensemble, du consentement de Madame Dashwood, qui traitait déjà Willoughby comme un fils? Allons, allons, vous ne me ferez pas croire qu'elle se fût conduite ainsi, si elle n'avait pas été sûre de son fait. J'aime l'amour, moi, dans le cœur des jeunes gens, c'est de leur âge, mais j'aurais bien voulu voir que Sir George et M. Palmer eussent affiché ainsi mes filles avant d'avoir dit en toutes lettres « Nous voulons les épouser ». Non, non, cela n'est pas possible. Et quand je demandais à votre maman de vous emmener avec moi, c'est précisément, me dit-elle, ce que je désirais le plus au monde que mes filles apprissent à connaître le genre de vie de Londres avant leur mariage, qui ne peut tarder.
Et le jour du départ, elle me dit « Je vous recommande ma chère Maria ». Elinor est assez prudente pour que je n'en sois pas en peine, mais je vous prie, Madame Jennings, d'aider à Maria dans ses emplettes. Je veux bien qu'elle s'achète tout ce qui sera nécessaire, et j'y pourvoirai, mais non pas tout ce qui lui passera par la tête. N'est-il pas positif qu'elle entendait les emplettes de noces? Et à présent, vous allez me nier qu'il soit question de mariage? Parce que vous êtes mystérieuse pour vous-même, vous croyez que personne n'a ni d'yeux ni d'oreilles. Mais quant à moi, j'en suis si sûre que je l'ai dit à tout le monde, et Charlotte en a fait de même. En vérité, madame, dit Elinor très sérieusement, vous êtes dans l'erreur. Vous avez mal fait de répandre une chose dont vous n'aviez pas une assurance positive. Vous en conviendrez vous-même, quoique vous ne vouliez pas me croire à présent. Madame Jennings rit encore, appela Elinor une petite mystérieuse, etc. Mais Elinor n'était pas d'humeur de plaisanter, et très impatiente d'ailleurs de savoir ce que Willoughby avait écrit, elle se tut et sortit. En ouvrant la porte de la chambre de Maria, elle la vit couchée à demi sur son lit, dans l'agonie de la douleur, tenant une lettre ouverte et 2 ou 3 autres autour d'elle. Elinor s'approcha sans parler, s'assit sur le lit, prit la main de sa sœur, la baisa plusieurs fois avec la plus tendre affection, et en versant elle-même des larmes presque aussi abondantes que celles de Maria. Cette dernière, quoique incapable de parler, semblait sentir parfaitement la tendresse de cette conduite. Elle pressait la main d'Elinor contre ce pauvre cœur déchiré, comme pour en adoucir la blessure. Après quelque temps ainsi passé dans une affliction mutuelle, elle mit la lettre qu'elle tenait entre les mains d'Elinor, et couvrant son visage de son mouchoir, jeta presque des cris de désespoir. Elinor, qui pensait qu'un chagrin aussi violent devait avoir son explosion, et que sa sœur souffrirait bien davantage en tâchant de le réprimer, si même cela lui était possible, la laissa s'y livrer, et ouvrant vivement la lettre de Willoughby, lut ce qui suit. Mademoiselle, je viens de recevoir dans ce moment la lettre dont vous avez bien voulu m'honorer, et dont je vous témoigne toute ma reconnaissance. Je suis consternée d'apprendre qu'il y ait eu quelque chose hier au soir dans ma conduite avec vous qui n'ait pas mérité votre approbation, quoiqu'il me soit impossible de découvrir en quoi j'ai eu le malheur de vous déplaire. Je vous en demande 1000 pardons, et je vous assure que c'était absolument sans intention. Je n'ai jamais pensé à mon séjour en Devonshire et à ma connaissance avec votre famille sans le plus grand plaisir, et j'ose me flatter que ce léger malentendu n'y portera nulle atteinte. Mon estime pour toutes les dames d'Ashwood est très sincère, même si j'ai été assez malheureux pour avoir donné lieu de croire à quelques sentiments plus vifs ou particuliers. Je me reprocherai beaucoup d'avoir peut-être témoigné trop vivement cette estime. Vous serez bien convaincue, mademoiselle, qu'il m'était impossible d'aller au-delà, quand vous apprendrez que depuis longtemps mes affections étaient engagées ailleurs, et que dans quelques semaines, ma main suivra le don de mon cœur. C'est avec grand regret que j'obéis à vos ordres en vous rendant toutes les lettres dont vous m'avez honorée, et la boucle de vos beaux cheveux que vous aviez bien voulu me donner avec tant de complaisance. Je suis, mademoiselle, avec une parfaite estime, votre très humble et très obéissant serviteur, James Willoughby. Il est facile de comprendre avec quelle profonde indignation Elinor lut cette étrange lettre, écrite avec cette froideur, cette dureté, à celle dont il connaissait si bien les qualités distinguées et l'excessive sensibilité, que cependant il blessait si cruellement. Oh, combien son intérêt, sa tendre pitié redoubla pour son innocente Maria, qui n'avait à se reprocher que des imprudences presque autorisées par sa mère, et la noble confiance d'un cœur trop tendre et trop crédule, dont elle était si punie. En commençant à lire cette lettre, Elinor était déjà bien convaincue qu'elle contenait l'aveu de l'inconstance de Willoughby. Mais jamais, jamais elle ne l'aurait soupçonné capable d'un tel manque de délicatesse et de toute espèce de procédé et de sensibilité en écrivant une lettre aussi cruelle, une lettre qui non seulement n'exprimait aucun regret, aucun aveu d'inconstance ou d'obstacles insurmontables, mais par laquelle il niait même d'avoir eu pour sa victime aucune espèce d'affection. Une lettre, enfin, dont chaque ligne était une insulte, et prouvait combien celui qui l'avait écrite était méprisable. Elle resta quelque temps dans un muet étonnement,
et ne pouvant à peine en croire ses yeux. Elle l'a relu encore, et chaque lecture ne servait qu'à augmenter sa haine contre cet homme. L'amertume de ce sentiment était telle qu'elle n'osait essayer de parler, de peur d'enfoncer encore plus avant le poignard dans le cœur de la pauvre Maria. Elle regardait cependant comme un bonheur qu'elle eût échappé à l'horreur d'être liée pour la vie à un homme sans principe, sans honneur, sans délicatesse, enfin, tel qu'il lui paraissait, le plus faux et le plus dur des hommes. Mais ce n'était pas le moment de le faire sentir à Maria. Ses méditations sur le contenu de cette lettre et sur l'insensibilité et la fausseté de celui qui l'avait écrite la conduisirent naturellement à réfléchir sur le caractère d'autres personnes qui, sans être peut-être aussi dépravées que Willoughby, ne pouvaient non plus que rendre malheureux ceux à qui elle serait liée pour la vie. Lady Stills vint se placer dans son imagination, pas très loin de Willoughby. Elle oublia quelques instants les peines de sa sœur pour s'occuper des siennes, ou plutôt, elles se confondirent et formèrent une masse de pensées douloureuses qui l'absorbèrent tellement qu'elle ne songea pas à lire les 3 autres lettres que Maria avait posées sur ses genoux, et qui sans doute étaient celles que Willoughby lui avait renvoyées. Les sanglots de Maria avaient cessé, mais elle avait encore la tête dans les coussins. Elle était encore incapable de parler et d'entendre. Elinor, perdue dans ses réflexions, ne savait pas elle-même combien il y avait de temps qu'elle était là, quand elle entendit rouler un carrosse devant la porte. Elle regarda à la fenêtre pour savoir qui pouvait venir de si bonne heure. C'était la voiture de Madame Jennings, avec qui elle devait sortir. Décidée à ne pas quitter Maria, quoique sans espoir de la soulager, elle courut s'excuser auprès de leur bonne hôtesse en lui disant que sa sœur était indisposée. Madame Jennings l'approuva, sortit seule, et bien vite Elinor retourna près de Maria. Elle la trouva essayant de se lever, mais ses jambes tremblantes ne pouvaient la soutenir, et sa sœur vint fort à propos pour l'empêcher de tomber sur le plancher, ce qui n'aurait pas été étonnant depuis plusieurs jours. Elle ne mangeait presque rien, et ses nuits se passaient sans sommeil. Beaucoup de faiblesse et de vertige en étaient la suite inévitable. Jusqu'alors, elle avait été soutenue par la fièvre de l'attente et de l'espérance. Tout était fini pour elle, plus d'attente, plus d'espoir, même de revoir celui qui remplissait encore en entier son cœur. Elle succombait sous le poids du chagrin. Un mal de tête violent, des crispations d'estomac et plusieurs faiblesses alarmèrent Elinor. Elle eut recours à tout ce qu'elle put imaginer pour la remettre et la ranimer. Elle y parvint avec peine. Maria reprit ses sens et put lui témoigner combien elle était touchée de sa bonté. « Pauvre Elinor, lui dit-elle, combien je vous rends malheureuse, combien de peine je vous donne. »« Je voudrais seulement, lui répondit Elinor, savoir comment je pourrais vous donner quelque consolation. » Ce mot était trop pour Maria, mais quelque chose qu'Elinor eût pu lui dire, il en eût été de même. « Ah non, non, dit-elle, plus de consolation pour moi, j'en suis trop malheureuse. » Et sa voix s'éteignit de nouveau, dans les sanglots et les larmes. Elinor ne pouvait presque plus supporter de la voir dans cet état. « Tâchez de vous calmer, chère Maria, lui dit-elle. Si vous ne voulez pas vous tuer vous-même et tous ceux qui vous aiment, pensez à votre mère, pensez combien vos souffrances l'affligeraient. Pour elle, vous trouverez des forces dans votre cœur. »« Je ne le puis, s'écria Maria. Laissez-moi. Si je vous tourmente, laissez-moi, haïssez-moi, abandonnez-moi, mais ne me torturez pas en exigeant l'impossible. Oh, combien il est facile à ceux qui n'ont aucune peine personnelle de parler de force et de courage. Heureuse, 1000 fois heureuse, Elinor. Vous ne pouvez avoir aucune idée de ce que je souffre. Vous me nommez heureuse, Maria? Ah, si vous saviez. Maria la regarda avec un tel effroi qu'elle se hâta d'ajouter. Si vous saviez combien je sens votre douleur, pouvez-vous me croire heureuse quand je vous vois aussi souffrante? Pardonnez-moi, oh, pardonnez-moi, lui dit Maria, en jetant ses bras autour du cou de sa sœur. Je connais votre cœur, je sais qu'il souffre pour moi, mais je voulais dire que vous seriez sûrement heureuse une fois. Edward vous aime, il n'a jamais aimé que vous seul au monde. Ah, qu'est-ce qu'un tel bonheur ne peut pas compenser? Et rien ne peut vous l'ôter. Rien, Maria? 1000
1000 circonstances peuvent le détruire à jamais. Non, 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 s'écria Maria avec véhémence. Il vous aime, vous serez à lui pour la vie. Le malheur ne peut vous atteindre. Le malheur, chère Maria, va presque toujours à la suite de la vie, et je ne puis avoir aucun plaisir tant que je vous verrai dans cet état. Et jamais vous ne me verrez autrement. Mon malheur durera autant que moi. Oh, puissions-nous bientôt finir ensemble. Vous ne devez pas parler ainsi, Maria. N'avez-vous donc point d'amis? L'amour est-il tout pour vous? Est-ce que vous ne voyez autour de vous nulle consolation? Pensez, Maria, que vous auriez souffert 1000 fois plus encore si vous aviez quelque chose à vous reprocher de vraiment répréhensible. Si seulement cet homme faux et cruel s'était amusé à prolonger votre erreur, à ne dévoiler son odieux caractère qu'après vous avoir entraîné dans une suite d'imprudence. Chaque jour de confiance en sa foi, en son honneur, augmentait le danger, et aurait rendu le coup plus cruel, lorsqu'il aurait enfin, comme aujourd'hui, rompu ses engagements et trahi ses serments et sa foi. « Ses serments? Ses engagements ?» dit Maria. « Que voulez-vous dire, Elinor? Il ne m'a point fait de serment. Il n'y avait entre nous nul engagement. »« Bon Dieu! Nul engagement ?» s'écria Elinor. « Non, non !» s'écria aussi Maria. « Il n'est pas aussi indigne, aussi méprisable que vous paraissez le croire. Il n'a du moins trahi nul serment, il n'a pas manqué de foi. » Et au milieu de sa douleur, une expression de joie brilla dans ses yeux, en pouvant justifier celui qu'elle adorait encore. « Mais du moins il vous a dit qu'il vous aimait? » ?»« Oui, non, jamais entièrement. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Jamais il ne m'a parlé plus clairement, plus positivement en particulier, que devant vous et ma mère. Tout dans sa conduite me le prouvait, mais sa bouche ne me l'a pas prononcé. C'est moi seule qui me suis trompée, et jamais il ne m'a aimée. » Un nouveau déluge de larmes suivit cette déchirante pensée. « Cependant, vous lui avez écrit. Vous saviez par lui sans doute que vous le trouveriez à Londres. Il me dit en me quittant qu'il y serait, s'il vivait encore, dans les premiers jours de janvier. Ah, pouvais-je croire, pouvais-je penser que celui qui supposait que la douleur de se séparer de moi pouvait le faire mourir ne m'avait jamais aimé? Il me dit qu'il ne m'écrirait pas de peur que Sir George ne vît ses lettres, mais il me donna son adresse. Je n'ai pas osé lui écrire de la Chaumière, puisque nos lettres partaient du parc. Mais je lui écrivis d'ici, à l'instant de mon arrivée. Oh, Elinor, pouvais-je faire autrement? Les voilà mes lettres. Méprisées. Ah, Dieu, Dieu! Elle cacha encore son visage sur le coussin. Et Elinor prit les 3 lettres et lut ce qui suit. Berkeley Street, janvier. Comme vous allez être surpris, mon cher Willoughby, et laissez-moi me flatter que ce n'est pas seulement de la surprise que vous éprouverez, en apprenant que je suis à Londres. Une invitation de la bonne Madame Jennings était un bonheur auquel je n'ai pas pu résister, non plus qu'à vous l'apprendre à l'instant même de mon arrivée. Je suis bien sûre que si mon billet vous parvient à temps, vous viendrez dès ce soir, et que vous partagerez mon impatience. Du moins, je vous verrai bien sûrement demain, et croyez qu'à Londres comme à la Chaumière, vous trouverez toujours une fidèle et tendre amie. M.D. Son second billet avait été écrit le lendemain du petit bal des Middleton et contenait ce qui suit. Je ne puis vous exprimer mon chagrin de vous avoir manqué avant-hier, lorsque j'ai trouvé votre carte au retour d'une promenade. Mais enfin, vous êtes à la ville et vous savez où je suis. Mais pourquoi n'ai-je pas reçu un seul mot de vous en réponse au billet que je vous écris il y a 8 jours, au moment de mon arrivée? D'une heure à l'autre, d'un instant à l'autre, j'espérais vous voir entrer, ou du moins avoir une lettre. Je vous en conjure, Willoughby, ne prolongez pas ce supplice. Revenez le plus tôt qu'il vous sera possible. Venez m'expliquer ce que je ne puis comprendre. Venez plus ce matin. Madame Jennings sort toujours à 1 heure, et je n'ose lui refuser de l'accompagner, quoique je l'ai déjà fait dans un vain espoir. Ce même espoir toujours trompé m'avait engagé d'aller hier chez Lady Middleton, où nous eûmes un petit bal. On m'assure que vous y étiez invité, mais je ne puis le croire, puisque vous n'y êtes pas venu. Il faudrait que vous fussiez étrangement changé depuis notre séparation, si vous refusiez volontairement l'occasion de revoir vos amis de la Chaumière.
mais je ne veux même pas le supposer. Et j'espère que je recevrai bientôt de votre bouche l'assurance que vous êtes toujours le même pour votre MD. La troisième, datée de ce matin même, était ainsi conçue. Que dois-je penser, Willoughby? À qui dois-je attribuer votre étrange conduite d'hier au soir? Je vous en demande encore l'explication. J'étais préparée à vous revoir avec tant de plaisir, après une absence qui m'avait paru si longue, à vous retrouver tel que vous étiez au moment de notre séparation, aimable, tendre, affectionné, enfin, ce que vous étiez à Barton du matin au soir, et ce que vous n'êtes plus à Londres. Quelques semaines peuvent-elles avoir changé à ce point vos sentiments? Qu'est-il arrivé? Que vous ai-je fait, moi, qui n'ai cessé de penser à vous, de hâter par mes vœux le moment de vous revoir, ce moment qui devait être si doux, et que vous avez su rendre si cruel? J'ai passé une nuit entière sans sommeil, tâchant en vain de comprendre ou d'excuser une conduite aussi barbare, aussi contraire à ce que j'attendais de vous. Je n'ai pu découvrir aucun motif, rien qui pût me l'expliquer. Mais je n'en suis pas moins prête à entendre votre justification, à croire encore qu'elle dépend de vous. Peut-être qu'on m'a calomniée auprès de vous. Je ne croyais pas avoir d'ennemis, ni que Willoughby pût ajouter foi à des rapports contre moi. Mais comment puis-je expliquer autrement votre inconcevable froideur? Dites-moi ce que c'est, avec cette franchise dont vous faites profession et que je m'étente à trouver en vous. Dites-le-moi, et j'aurai la satisfaction inexprimable de vous rassurer sur tous les points. Je serais bien malheureuse en vérité si j'étais forcée de penser mal de vous, d'apprendre que vous n'êtes pas ce que j'ai cru, que vous n'avez pas été sincère dans vos expressions d'attachement pour ma famille, et pour moi particulièrement. Mais s'il en était ainsi, je veux aussi le savoir. Je suis actuellement dans un état d'indécision et de trouble plus affreux 1000 fois que la certitude du malheur. Je désire bien vivement que vous puissiez vous justifier. Mais ce que je demande, c'est la vérité. Si elle vous coûte trop à dire, renvoyez-moi seulement mes billets et la boucle de cheveux que vous avez emportée. Je vous comprendrai. Et... Ah, Willoughby, il est impossible que vous ne vouliez plus être l'ami de MD. Chapitre 30. Elinor avait tremblé de lire ces lettres. Elle s'attendait qu'elles étaient écrites avec tout le feu de la passion qui dévorait sa pauvre sœur, et qu'elle trouverait peut-être dans l'excès de cette passion la cause, si ce n'est l'excuse, de la conduite de Willoughby. Les hommes, trop souvent incapables de ressentir la passion qu'ils inspirent, en sont ennuyés lorsque le goût léger qui les a entraînés n'existe plus. Mais ces lettres si simples, si tendres, si pleines d'affection et d'une confiance illimitée, et celles de Willoughby, si dures, si glacées, si insultantes, redoublèrent sa tendre pitié pour sa sœur. Mais cependant, elle n'en blâmait pas moins son imprudence d'avoir donné de telles preuves de tendresse à un homme qui ne les demandait pas, qui lui avait à peine prononcé le mot d'amour, et qui leur était connu depuis si peu de temps. Sir George leur avait fait l'éloge de ses talents pour la chasse, pour la danse, mais n'avait pas dit un mot de son caractère. Lui-même, il est vrai, s'était annoncé d'une manière aimable. Mais tout jeune homme qui veut plaire et qui en a les moyens s'annonce de même. Et bien certainement, du moins, il avait voulu plaire à Maria et n'avait pu se faire illusion sur la nature du sentiment qu'il lui inspirait, et qu'il avait si bien l'air de partager que la prudente Elinor même y avait été trompée, et que la crédulité de la vive et sensible Maria était bien excusable. Son seul tort était de s'être trop livrée à son sentiment et à ses espérances, et certes, elle en était trop unie pour pouvoir le lui reprocher. Lorsque Maria vit que sa sœur avait fini sa lecture et réfléchissait en silence, elle lui fit observer que ces lettres ne contenaient rien que tout autre qu'elle n'eût écrit dans la même situation. « Je me regardais, dit-elle, comme étant aussi solennellement engagée avec lui, que si un contrat légal nous eût liés. Cette sympathie qui nous avait entraînés l'un vers l'autre au premier instant, ce rapport de nos goûts, de nos caractères,
Tout enfin me paraissait la voie du ciel qui nous avait destinés l'un à l'autre. Malheureusement, dit Elinor, ils ne voyaient ni ne sentaient de même. Oui, Elinor, pendant tout le temps qu'il a passé près de nous, il voyait, il sentait comme moi. J'en suis aussi sûre que de mon propre cœur. Sans doute le sien a changé, mais ce n'est pas de sa faute. L'art le plus diabolique a été employé pour le détacher de moi. Quand il me quitta, je lui étais aussi chère que mon cœur pouvait le désirer, et qu'il m'était cher à moi-même. Cette boucle de cheveux qu'il m'a renvoyée si vite à ma première demande, par combien d'instances réitérées ne l'avait-il pas obtenue? Et si vous aviez vu son regard, si vous aviez entendu le son de sa voix lorsqu'il me suppliait de la lui laisser couper. Et la dernière soirée de la chaumière, l'avez-vous oublié, Elinor? Et le matin, quand il vint prendre congé de moi, son désespoir, ses larmes. Les hommes peuvent-ils pleurer à volonté? Les larmes, cette espèce de soulagement que la nature accorde aux femmes, ne sont-elles pas chez eux la preuve d'un cœur vraiment touché? Oh, si vous aviez vu son affliction à la seule pensée de se séparer de moi pour quelques semaines. Non, jamais, jamais je ne puis l'oublier. Elle fut quelques instants sans pouvoir parler. Mais quand son émotion fut un peu calmée, elle ajouta avec fermeté. « Elinor, on m'a traité cruellement, mais ce n'est pas Willoughby. »« Chère Maria, quel autre que lui faut-il en accuser? Par qui peut-il avoir été influencé? » ?»« Par tout le monde, plutôt que par son propre cœur. Je croirais plutôt que tous ceux que je connais se sont ligués contre moi, que de le croire coupable d'une telle cruauté. Cette femme de qui il parle peut-être, ou tout autre. Je n'accepte que vous, maman, Emma et Edward, tous les autres peuvent m'avoir calomnié. Exceptez vous quatre, il n'existe personne que je ne puisse soupçonner, plutôt que Willoughby dont le cœur m'est si bien connu. On s'est vengé sans doute de ce que je préférais la société de l'homme du monde le plus aimable, à la sottise, à l'insipidité, au manque total de goût et d'esprit. Je me suis fait des ennemis par la franchise de mon caractère, qui ne peut se plier, ni à se dissimuler, ni à flatter. Elinor ne voulut pas dans ce moment disputer avec elle. Elle lui dit seulement « Chère Maria, si vous croyez avoir des ennemis assez méchants, assez détestables pour vous nuire par des calomnies, laissez-leur tort retomber sur eux-mêmes, et que le sentiment de votre innocence et de vos bonnes intentions relève votre âme. Ne leur donnez pas l'indigne triomphe de vous avoir rendue aussi malheureuse. C'est un louable et raisonnable orgueil que celui qui nous donne le sentiment de notre propre dignité et qui nous élève au-dessus de la méchanceté et de la malveillance. »« Non, non, s'écria Maria. Un malheur tel que le mien ne laisse aucun orgueil. Il m'est égal que tout le monde sache combien je souffre. Que m'importe leur triomphe, il ne peut rien ajouter à ma misère. Elinor, Elinor, il est bien faible le chagrin qui peut s'adoucir par la fierté, qui peut s'élever au-dessus de l'insulte et de la mortification. Il peut alors s'effacer entièrement, tandis que le mien ne s'effacera jamais. Je ne puis le surmonter. On peut jouir du mal qu'on m'a fait tant qu'on voudra, sans l'augmenter ni l'affaiblir. Je n'ai plus aucun sentiment de fierté. Je ne puis avoir que celui de mon malheur. Mais pour l'amour de ma mère, pour le mien, Maria, ne pouvez-vous rien sur vous-même? Ah, pour vous deux, je voudrais faire tout ce qui dépendrait de moi, mais paraître heureuse quand je suis au désespoir. Qui pourrait l'exiger? Elles restèrent quelque temps en silence. Elinor se promenait du feu à la fenêtre, et de la fenêtre au feu, les bras croisés, les yeux baissés, absorbés dans ses pensées, sans sentir la chaleur du feu et sans rien voir au travers des vitres. Maria, assise sur le pied de son lit, s'était appuyée contre une des colonnes, tenant dans les mains la lettre de Willoughby, la relisant phrase par phrase, s'écria enfin tout à coup. « Ah, c'est trop cruel! Ah, Willoughby, Willoughby, est-ce bien vous qui m'écrivez ainsi? Ne fais-je pas un songe affreux? Non, rien ne peut vous justifier, non, rien, Elinor. Quoi qu'on ait pu lui dire contre moi, ne devait-il pas suspendre son jugement?
Envoie-t-on un criminel au supplice sans l'entendre? Ne devait-il pas me le dire quand je lui demandais instamment et me donner le devoir de me justifier? Elle reprit la lettre. Cette boucle de cheveux que vous m'aviez donnée avec tant de complaisance. Ah, cela seul est impardonnable, Willoughby. Est-ce votre cœur, est-ce votre conscience qui vous a dicté cette insolente phrase? Non, Elinor, rien ne peut l'excuser. Non, Maria, je le pense aussi. Mais cette femme à qui il va, dit-il, donner son cœur et sa main, cette heureuse femme, qui sait avec quel art, quelle séduction elle l'aura enchaîné. Il l'aimait déjà, dit-il, et depuis longtemps. Sans doute quand elle a vu qu'il allait lui échapper et combien il m'était attaché, elle aura tout fait pour le retenir, pour me bannir de son cœur. Mais qui peut-elle être? Jamais je ne l'ai entendu parler d'une seule femme, jeune, belle, séduisante. L'est-elle, Elinor? Vous l'avez vue? Moi, je n'ai vu que Willoughby. Est-elle mieux, beaucoup mieux que la pauvre Maria? Ah, sans doute, puisqu'il m'abandonne pour elle, mais peut-elle l'aimer comme moi? Ah, Willoughby, pourquoi ne m'avoir jamais parlé d'elle? Alors, j'aurais respecté ses droits sur vous, mais jamais, jamais il ne m'a parlé que de moi-même. Il y eut une autre pause. Maria était très agitée. Elle se leva, et s'approchant d'Elinor, elle saisit sa main. « Chère Elinor, lui dit-elle, je veux retourner à Barton auprès de maman. Ne pouvons-nous partir demain? Demain, Maria? Oui, demain. Pourquoi resterai-je ici? J'y suis venue seulement pour Willoughby. Qui ferais-je? Qui m'intéresse à Londres? Ah, personne, personne. J'y suis comme dans un désert. Il serait, je crois, impossible de partir demain, dit Elinor. Nous devons à Madame Jennings plus que de la politesse, et la quitter aussi brusquement après les bontés qu'elle a pour vous. Ce serait très malhonnête. Eh bien donc, dans 2 jours. Mais en vérité, je ne puis rester plus longtemps. Je ne puis m'exposer aux remarques, aux questions de tous ces gens, des Middleton, des Palmer. Comment supporter leur pitié, la pitié de Lady Middleton? Ah, que dirait-il lui-même s'il le savait? Je crois, chère Maria, qu'un si prompt départ ferait beaucoup plus causer encore. Mais dans ce moment, chère amie, tâchez de trouver un peu de repos. Couchez-vous, soyez physiquement tranquille, et vos esprits se calmeront insensiblement. Maria suivit un instant ce conseil, mais reprit bientôt toute son agitation. Aucune place, aucune attitude ne lui convenait. Sa sœur ne put obtenir d'elle qu'elle restât couchée. Il lui reprit une attaque de nerfs assez violente. Elinor craignait d'être obligée d'appeler quelqu'un à son secours, mais elle craignait encore plus de la laisser voir dans cet état. Une forte dose d'éther la remit peu à peu. Elle resta assez faible pour être tranquille et sans bouger sur un sofa jusqu'au retour de Madame Jennings, qui entra immédiatement dans leur chambre sans se faire annoncer. Elle entrouvrit la porte et regarda avec l'air très affligé. Elinor alla au-devant d'elle. Elle entra. « Comment allez-vous, ma chère ?» dit-elle à Maria avec le ton de la compassion. Celle-ci détourna la tête sans répondre. « Comment est-elle, mademoiselle Elinor? Pauvre petite, elle a l'air bien malade, et cela n'est pas étonnant. Hélas, il n'est que trop vrai. Il se marie bientôt, ce grand vaurien. Je viens de l'apprendre. Madame Taylor me l'a dit, il n'y a pas une demi-heure. Elle le tenait d'une intime amie de Miss Grey elle-même. Sans quoi je n'aurais jamais pu le croire. J'étais près de tomber d'étonnement. Eh bien, lui ai-je dit, tout ce que je sais, et ce qui est la vérité même, c'est qu'il s'est conduit abominablement avec une jeune dame de ma connaissance, à qui il a fait croire qu'il l'aimait à la passion, tandis qu'il en courtisait une autre. Je désire de tout mon cœur, pour le bien que je lui veux, que sa femme le rende bien malheureux. Ainsi je dirais. Vous pouvez y compter, mes chers amis. Je n'ai aucune idée qu'un homme se conduise de cette manière, et qu'il ne dise pas que non, car je l'ai vu de mes propres yeux, et comme Miss Maria l'aimait, et comme j'aurais parié ma tête qu'il l'aimait aussi, et qu'il n'épouserait qu'elle. Ah, si jamais je le rencontre, fût-ce à côté de sa femme, je lui reprocherai bien sa conduite, je vous en réponds. Mais consolez-vous, chère Maria, ce n'est pas le seul jeune homme dans le monde, et avec votre jolie mine, vous ne manquerez pas d'admirateurs. Allons, courage, ma pauvre petite, je ne veux pas vous troubler plus longtemps. Vous vous retenez de pleurer pour moi, je parie.
Il vaut mieux pleurer tout à la fois et que cela soit fait. J'ai invité pour ce soir mesdames Parcy et les Swanderson. Elles sont gaies, comme vous savez, elles vous distrairont. » Elle s'en alla doucement sur la pointe des pieds, comme si le bruit avait pu augmenter l'affliction de sa jeune amie. Le reste de la matinée s'écoula assez tranquillement. Maria était sombre, parlait peu, soupirait beaucoup, mais fut plus calme. Et à la grande surprise de sa sœur, elle voulut descendre pour le dîner. Elinor s'y opposait, mais elle le voulut. Elle le supporterait très bien, dit-elle, et donnerait moins de peine que de la servir en haut. Elinor approuva ce motif, l'habilla en malade aussi bien qu'elle put, et se tint prête pour la conduire à la salle à manger quand on les appellerait. Elles descendirent. Maria, appuyée sur sa sœur, pâle, abattue et les yeux bien rouges, se mit à table et plus calme que sa sœur ne l'avait espéré. Si elle avait essayé de parler ou qu'elle eût entendu la moitié de tout ce que Madame Jennings disait, son calme ne se serait pas aussi bien soutenu. Mais pas un mot n'échappa de ses lèvres, et la concentration de ses pensées l'empêcha de faire attention à ce qui se passait autour d'elle. La bonne Madame Jennings ne pensait pas que ses attentions, poussées jusqu'au ridicule, la tourmentaient, plutôt que de lui faire du bien. Elinor, qui rendait justice à ses bonnes intentions, lui en témoignait sa reconnaissance et faisait son possible pour qu'elle laissât Maria tranquille. Mais elle ne pouvait pas lui persuader que les peines de l'âme ne doivent pas être traitées comme une migraine ou des maux purement physiques. Madame Jennings voyait Maria malheureuse et la traitait avec l'indulgente tendresse d'une mère pour un enfant malade. Maria devait avoir la meilleure place vers le feu, le meilleur mets, le meilleur vin, le meilleur fauteuil. Elle cherchait tout ce qu'elle pouvait imaginer pour l'amuser, ou la tenter de manger en lui présentant une variété d'entremets, de desserts, de confitures de toute espèce. Si Elinor n'avait pas vu par la contenance de sa sœur que toute plaisanterie lui serait insupportable, elle n'aurait pu s'empêcher de rire avec elle des recettes de la bonne dame contre un chagrin d'amour. À la fin, cependant, elle fut si pressante et lui répéta si souvent que tout ce qu'elle lui présentait lui ferait sûrement du bien, que Maria, ne pouvant ni l'accepter ni s'en défendre, prit le parti de retourner dans sa chambre. Elle se leva avec une expression douloureuse et fit signe à sa sœur de ne pas la suivre. « Pauvre enfant !» s'écria Madame Jennings, aussitôt qu'elle fut loin. « Combien je suis peinée de la voir ainsi! Voyez, elle s'en est allée, sans finir ses cerises à l'eau-de-vie. Rien ne l'aurait mieux fortifiée, mais plus rien ne lui fait plaisir. Si je pouvais découvrir quelque chose qu'elle aimât, j'irais le lui chercher au bout de la ville. N'est-ce pas odieux qu'un homme abandonne ainsi une si jolie personne? Mais voilà ce que c'est. Quand il y a tant d'argent d'un côté et presque point de l'autre, la balance l'emporte. » « Cette dame donc, dit Elinor, cette Miss Grey, n'est-ce pas ainsi que vous l'appelez? Vous dites qu'elle est très riche? 50 000 pièces, ma chère. On est toujours belle avec une telle dot. L'avez-vous vue à l'Assemblée? Elle est élégante, bien faite, mais point jolie. J'ai connu son oncle dont elle a hérité. Toute cette famille est riche à millions, et cela tente un jeune homme qui aime la dépense, et les chiens, et les chevaux, et les carricles, et les équipages de toute espèce, et la bonne table. Je veux bien cela, mais il ne faut pas tourner la tête à une pauvre jeune fille qui n'a rien, lui faire espérer le mariage, et puis la planter là, quand il en trouve une qui veut payer sa belle figure et toutes ses fantaisies. Savez-vous, madame, si Miss Grey est aimable? Je n'ai jamais entendu faire d'elle d'autre éloge que d'être riche et élégante. Elle a toujours les premières modes. Seulement, Madame Taylor m'a dit aujourd'hui que monsieur et madame Ellison ne seraient pas fâchés du tout qu'elle se mariât, parce qu'ils n'allaient point ensemble. Et qui sont ces Ellison? Son tuteur, ma chère, chez qui elle vit. Mais dès qu'elle a pu choisir, elle a préféré le beau Willoughby. Le joli choix qu'elle a fait, là, elle le paiera, sur ma parole. Elle s'arrêta un moment. Elle est allée dans sa chambre, la pauvre petite, je suppose. Il faut retourner auprès d'elle. Ce serait cruel de la laisser seule, la pauvre enfant. J'ai quelques amis ce soir. Il faut qu'elle vienne. On jouera tout ce qu'elle voudra. Elle n'aime pas le whist, c'est trop sérieux, je comprends cela. Nous ferons un 21, un 30 et 40, une macédoine, enfin, tout ce qui pourra l'amuser. Chère dame, dit Elinor, votre bonté est tout à fait inutile.
Ma sœur n'est pas en état de quitter sa chambre ce soir. Je vais lui persuader de se mettre au lit de bonne heure. Un parfait repos est ce qui convient le mieux à ses nerfs. Oui, oui, je crois que c'est le mieux. Il faut qu'elle ordonne elle-même son souper et qu'elle dorme. C'est donc cela qui la rendait si triste ces dernières semaines? Je suppose qu'elle s'en doutait, la pauvre enfant, quand elle ne voyait point venir son amoureux. Moi, je n'y comprenais rien. Et lorsqu'il ne vint pas au bal chez ma fille, j'aurais bien pu alors me douter de quelque chose. Mais ce sont des querelles d'amants, pensais-je à moi. Ils se raccommoderont et ne s'en aimeront que mieux. C'est donc cette lettre qu'elle a reçue ce matin qui a tout fini. Pauvre petite. Si j'avais pu deviner ce que c'était, je me serais bien gardée de la railler. Mais qui pouvait penser une telle chose? Combien Sir George et Mary vont être étonnés quand ils l'apprendront. Je suis fâchée de n'être pas allée chez eux en revenant pour le leur dire. Mais j'irai demain, sûrement. Il est inutile, j'en suis sûre, chère dame, de vous recommander de prier vos filles et vos gendres de ne point nommer M. Willoughby devant ma sœur, de ne pas faire la moindre allusion à ce qui s'est passé. Leur bon cœur et le vôtre suffiront pour prévenir ce qui serait vraiment une cruauté. Et à moi-même, moins on m'en parlera, plus on m'épargnera de peine. Et certainement vous devez le comprendre, vous qui êtes la bonté même. Mon Dieu, cela va sans dire. Il serait terrible pour vous et pour votre pauvre sœur d'en entendre parler. On la ferait tomber en faiblesse, j'en suis sûre. Je ne lui en dirai pas un mot. Vous avez bien vu à dîner que j'ai parlé de toute autre chose. J'en avertirai Sir George et sa femme, et ils se tairont aussi. À quoi sert-il de parler? Souvent, à faire beaucoup de mal, dit Elinor. À dire plus qu'on ne sait, plus qu'il n'y a. Le public juge sur l'événement, ignore les circonstances, et parle de ce qu'il ne sait qu'imparfaitement. Dans ce cas, par exemple, tous nos amis, je suppose, blâmeront beaucoup M. Willoughby. Et sans doute il a eu des torts, mais non pas celui dont on l'accusera sûrement. Je dois lui rendre la justice que s'il a manqué au procédé, il n'a pas manqué à ses serments, et qu'il n'avait nul engagement positif avec ma sœur. Bon Dieu, ma chère, vous n'allez pas à présent le défendre? Point d'engagement positif, dites-vous? Après l'avoir mené au château d'Altenham et lui avoir montré l'appartement qu'il devait habiter un jour. Pour l'amour de sa sœur, Elinor ne voulut pas presser cette discussion. Maria pouvait y perdre, et Willoughby y gagnait très peu. Après un court silence, Madame Jennings reprit la parole avec son hilarité ordinaire. « Eh bien, ma chère, il n'y a pas grande perte dans le fond, et le colonel Brandon n'en sera pas fâché. Voulez-vous parier qu'il épousera Maria vers le milieu de l'été? Mon Dieu, quelle joie va lui donner cette nouvelle! J'espère qu'il viendra ce soir. J'aime à voir des gens heureux. C'est un bien meilleur parti pour votre sœur. 2000 pièces de revenus valent mieux que 600. C'est, je crois, tout ce que rapporte Hautecombe, et Madame Smith n'est pas encore morte. De la Fort, la terre du colonel, est bien autre chose que Hautecombe, et même que Barton. Il y vient les meilleurs fruits possibles. Il y a un canal délicieux, une grande route, une jolie église, qui n'est pas à un quart de mille, et le presbytère à côté, qui peut faire un bon voisinage. Je vous assure que c'est une charmante terre. Je me réjouis d'y aller voir Maria quand elle y sera établie, et cela ne peut manquer. Il y a bien l'obstacle de sa fille, de cet enfant de l'amour, Miss Williams comme on l'appelle, mais il la mariera. Une bonne petite dot en fera l'affaire. Et il n'en sera pas moins un excellent parti, si nous pouvons mettre Willoughby hors de la tête de votre sœur. J'espère bien que nous y parviendrons, madame, et même sans le colonel, dit Elinor. Alors, elle se leva, et alla joindre Maria, qu'elle trouva comme elle s'y attendait, rêvant à ses chagrins, à côté d'un feu à demi éteint et sans autre lumière. « Pourquoi revenir, Elinor? Vous feriez mieux de me laisser. » Ce fut tout ce qu'elle dit. « Je vous laisserai, me répondit-elle, si vous voulez vous coucher. » Elle s'y refusa d'abord, mais Elinor ne se rebuta pas, la pressa doucement, lui aida à se déshabiller, et moitié par persuasion, moitié par complaisance, Maria y consentit. Sa sœur eut la consolation de voir sa pauvre tête fatiguée de pleurs sur son oreiller, et de la laisser sur le point de trouver un peu de repos et d'oubli de ses peines dans un doux sommeil. Elle alla rejoindre Madame Jennings, et la rencontra tenant un gobelet à moitié plein.
Ma chère, lui dit-elle, je me suis rappelé que j'avais encore une bouteille de vieux vin de Constance, et je suis allée la chercher pour votre sœur. Mon pauvre mari en faisait un grand usage quand il avait une goutte remontée. Il assurait que rien ne lui faisait plus de bien. Faites-en prendre à votre sœur, j'allais lui emporter. Chère dame, dit Elinor en souriant, de l'efficacité d'un remède contre la goutte dans cette circonstance. Vous êtes trop bonne en vérité. Je viens de faire mettre Maria au lit. Elle dort, j'espère, en ce moment, et rien ne peut lui faire plus de bien que le repos. Si vous voulez me le permettre, dit-elle en prenant le gobelet, c'est moi qui boirai cet excellent vin à la santé de la meilleure des femmes et des amies. Et à celle de la pauvre petite malade d'amour, dit la bonne dame. N'est-il pas bon? Je vous le dis, il la guérira et fortifiera son cœur. Nous lui en donnerons demain, et tout ira à merveille. Quelques moments après, la société attendue arriva. Madame Jennings les reçut, et Elinor alla présider à la table à thé. Et bienvenue dans le 7e vlog lecture sur, du coup, le 2e tome de Raison et Sensibilité. Eh bien, j'avais raison, Willoughby est un coureur de dot. En fait, je m'en suis doutée, mais je sais que j'ai un petit peu triché. J'ai regardé la moitié du film qui était adapté, je ne sais plus quand, avec Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant. Je crois que c'est 95, il me semble. Peut-être, enfin bref, on s'en fiche. Mais je trouvais que... Enfin, je pense que Maria, ça fait vraiment partie de son caractère d'être un petit peu emportée et de... enfin, d'être emportée et du coup de se lancer comme ça à fond les ballons dans une relation. En plus, Willoughby lui avait donné des raisons d'espérer aussi, même s'il n'a pas... c'était des raisons plus comportementales que des promesses ou des mots d'amour. Mais vu qu'il y a eu un petit peu tout le monde aussi qui disait « Ah tiens, ces deux-là !» Ouais. Bah du coup, ça me fait chier de la voir malheureuse quand même, parce que j'aime bien Maria. Et enfin, les deux frangines, elles sont vraiment comme ça, c'est excellent. Elinor, elle a vraiment la tâche d'être la sœur aînée qui prend soin de Maria. Maria, j'ai pas l'impression qu'elle soit trop là-dedans, mais en même temps, Elinor ne montre pas non plus qu'elle est malheureuse. Et de toute façon, Maria, dans l'état où elle est, je pense qu'elle n'en serait pas capable. Madame Jennings, mais j'adore. Moi, c'était assez rigolo parce que si je me trompe pas, en fait, je l'ai vu, Madame Jennings et Sir George dans l'adaptation, là, comme je vous l'ai dit. Et enfin, ça me paraît un peu les voisins un peu relous, bruyants et compagnie, mais très gentils, mais un peu relous et envahissants. Mais en fait, elle est super gentille, cette petite dame. Après, j'aime bien comment elle joue tout de suite de nouveau les marieuses en disant « Oh, bah du coup, c'est très bien, le colonel Brandon, il peut revenir dans la course, etc. » Et il me semble bien d'ailleurs que le colonel Brandon, il avait prévenu plus ou moins Elinor déjà de ses sentiments à l'égard de Maria, et aussi que Willoughby, fallait s'en méfier. Et là, il y a un truc aussi que j'ai trouvé très positif dans les 3 derniers chapitres qu'on a lus, c'est que le fait d'apprendre que Willoughby, en fait, n'était pas quelqu'un de fiable, ça fait réfléchir aussi Elinor sur la fameuse Lucy, qui lui a dit qu'elle était engagée depuis longtemps avec Edward, etc., qu'elle allait se marier. Et bah, du coup, je suis de plus en plus en train de penser que Lucy Stills est une grosse connasse également, manipulatrice. Du coup, je sais pas trop. Est-ce qu'elle est amoureuse d'Edward? Enfin, j'ai pas trop ses motifs. Est-ce qu'elle fait croire à Elinor qu'elle est engagée avec Edward depuis très longtemps? Est-ce que c'est un truc un peu qui avait été convenu entre les familles, par exemple? Parce que Madame Ferrars, même si... Alors, Edward, il me semble qu'il est l'aîné. Oui, voilà. Edward est l'aîné Ferrars, donc c'est lui qui va hériter du titre, du domaine, de l'argent, etc. Mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas très éclatant, qui n'a pas envie de se mettre en avant,
La préférence de Madame Ferrars, et j'ai l'impression aussi de Fanny Ferrars, qui est devenue Madame Dashwood. Oui, je me trompe pas. Leur préférence va au frère qui est plus jeune. Donc pas Edward qui est plutôt temporisé, mais un autre qui a l'air un peu plus brillant, pardon, plus éclatant, etc. Du coup, bah en fait Lucy c'est peut-être une coureuse de fortune aussi, parce qu'il me semble que bah Edward il est pas non plus sans le sou. Ah, puis il y a un truc qui me gêne aussi, mais bon, ça c'est peut-être culturel, je pense. Je pense que c'est culturel. Moi j'ai l'impression qu'en France de nos jours, on va assez difficilement parler d'argent, de combien on gagne, Enfin, je dirais pas qu'il y a un tabou là-dessus, je dirais que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Quelque chose qui n'est pas vraiment parlé. Peut-être plus pour des gens du coup qui ont de l'argent que pour des gens qui sont plutôt du côté de la galère. Et là, j'ai l'impression que c'est constamment des calculs. Ah oui, lui, il a 50 000 pièces. Oh, puis il a un revenu de temps. Et puis lui, il a un revenu de temps. Donc au final, Brandon, c'est un meilleur promis, entre guillemets, que Willoughby, qui n'a que 600 revenus de pièces. 600 pièces de revenus. Et encore, son héritage, la vieille tante, elle tient le coup encore. Je suis assez gênée en fait par rapport à ça. Parce que d'un côté, c'est comme si les gens attendaient en fait que les personnes dont ils doivent hériter meurent, parce que ça mettrait du beurre dans les épinards. C'est comme si aussi le mariage, c'était surtout en fait une espèce de communauté de biens où justement, en fait, ça m'arrangerait vachement mieux d'être avec lui qui a plus de thunes qu'avec l'autre qui n'a pas grand chose. C'est vrai que c'est une thématique qui me gêne un petit peu parce que je pense que c'est pas dans ma culture et c'est pas c'est pas dans ma culture et je pense que moi non plus j'aime pas trop parler d'argent. Donc je suis pauvre, voilà. C'est pour ça que j'achète des livres de poche au lieu de grand format. Enfin bref. Donc j'espère que ça va que comme l'a prédit Madame Jennings, que le colonel Brandon va pouvoir peut-être un petit peu remonter Maria, que Maria, une fois qu'elle va aller un petit peu mieux, elle va avoir un autre regard sur le colonel Brandon. Et cette histoire d'enfant naturel, je me souviens plus de son nom, Miss Williams. Enfin, cette histoire de fille naturelle du colonel Brandon, ça laisse quand même penser que c'est un homme qui est quand même du côté de la passion. Parce qu'il a eu un enfant en dehors du mariage. Ce qui ne se faisait pas. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être non plus la grosse honte, comme on a pu le voir par exemple avec un personnage dans les Chroniques de Bridgerton. Je crois que c'était plus dans la série télé que dans les bouquins, mais je me souviens plus des livres. Mais bref, je pense que c'est quelque chose qui passait pas trop, mais ça devait être quand même assez courant. Et j'ai l'impression que lui, il assume sa fille, il s'en occupe, etc. Il la présente comme sa fille, etc. Il n'est pas non plus à la foutre sous un tapis et la mettre dans un coin quelque part et pas en entendre parler. Et ça peut être un sujet intéressant d'ailleurs d'étudier la place des bâtards. Donc c'est ça, hein, la place des enfants qui sont nés hors mariage, des enfants naturels, dans la société. Parce que est-ce que c'était la même chose dans la grande noblesse? Je pense que oui, évidemment. La petite gentry, donc c'est la petite noblesse ils sont pas au sommet quoi, mais ils sont un petit peu au-dessus du peuple, on va dire. Et peut-être en fait qu'au niveau du peuple, justement, avoir un enfant naturel, je dis pas que ça passait crème, mais peut-être qu'avoir un enfant naturel, ça passait un peu mieux. Parce qu'il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux d'héritage, il n'y a pas d'enjeux de transmission de titres, de transmission de terres, de transmission de fortune, d'avoir une place au Parlement ou des choses comme ça. Donc je vais me noter ça, la place des enfants naturels. Je ferai des recherches là-dessus, parce que c'est intéressant en fait. C'est intéressant parce que c'est
C'est des gens qui peuvent être complètement rejetés de la société à laquelle appartient un des parents. Je pense notamment à des hommes qui peuvent avoir des enfants avec leur domestique, ou des femmes aussi qui peuvent avoir des enfants avec leur domestique. Mais je sais pas comment... Enfin, si une femme, par exemple, une femme noble qui n'est pas mariée, ou qui même est mariée, on s'en fout, a un enfant avec un domestique, ils en font quoi de ce gosse? Il est enlevé à la mer? Elle-même, elle dit « Ah non, Berk, j'en veux pas ». Enfin, bref, je trouve que c'est des questions intéressantes à poser. Ce que j'espère, du coup, là, il reste 3 chapitres sur le deuxième tome. On a lu les chapitres 28, 29, 30, donc il va rester le 31, 32, 33. J'ai l'impression qu'ils sont assez longs. Enfin, moi, je crève de chaud. J'ai mis ma petite bouteille et mon petit verre parce que je suis complètement asséchée là. Et donc, ce que j'espère donc, il reste 3 chapitres dans le tome 2. Il y a encore le tome 3 et il y a encore le tome 4 derrière. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il va encore y avoir des rebondissements. Donc, ce que je perçois, c'est que Maria, elle est vraiment trop mal pour aller mieux comme ça en 3 chapitres. À mon avis, elle va être très mal encore pendant ces 3 chapitres-là. Et elle va peut-être passer le tome 3 à se remonter et peut-être à nouer aussi une autre relation avec le colonel Brandon. Parce que Maria, là, elle veut pas en entendre parler du colonel Brandon. Elle veut entendre parler de personne. Là, c'est pas possible, elle est inaccessible. Il y a toute l'histoire aussi autour de Edward Ferrars et de Lucy qu'il faut traiter. Parce que pareil, ça va pas être magique. Il faut savoir si Lucy ment ou pas. J'ai l'impression qu'elle ment. Clairement, je la sens pas. Alors peut-être que c'est juste une grosse connasse qui ment pour faire souffrir. Ou peut-être que c'est une nana qui essaye d'esquiver d'évincer une rivale pour prendre sa place d'épouse d'un homme qui va hériter d'un titre, d'une fortune, etc. Donc je sais pas trop, mais je la sens pas, Lucie. Donc il y a ça à gérer. Je sais pas s'ils vont revenir tout de suite dans le Devonshire, enfin auprès de leur mère, à la chaumière. J'aimerais bien revoir un petit peu Emma par exemple, parce qu'elle est marrante. Puis la maman, elle est super, super gentille. Donc est-ce que la maman et Emma vont arriver chez Madame Jennings? Est-ce que Maria va se dire ah non, je peux vraiment plus rester, on rentre? Il me semble qu'Edward Ferrars, il est à Londres. Donc soit ils y restent et Elinor finit au bout de plusieurs semaines ou peut-être avant le début de la saison suivante par savoir en fait ce qu'il en est par rapport à Edward. Brandon, il est dans le coin. Du coup, je sais pas. Parce qu'il reste quand même pas mal de matière derrière. Donc tout peut pas se régler comme ça. À bientôt!